Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Ce cours, les bases physiologiques de la motricité, est le premier d'un ensemble de 3 cours, les 2 autres étant consacrés à la sensibilité. Alors justement, un point important ici, c'est que beaucoup de notions qui vont être présentées dans ce cours serviront aux 2 autres cours, en particulier des passages sensibilité de ce cours seront partie intégrante des cours suivants. Donc il faut considérer les 3 cours comme un tout et non pas comme 3 éléments disjoints. C'est plus pour faciliter de l'exposé qu'ils ont été disjoints. D'autre part, ce cours contient quelques notions générales, quelques prérequis de neurophysiologie qu'il faudra connaître pour la compréhension de ce cours-ci, bien sûr, mais également pour la compréhension des cours suivants, donc qui seront des cours sur la sensibilité. Le plan de ce cours sur la motricité est indiqué sur cette diapositive, donc après 2 mots d'introduction. Il y aura les fameuses notions préalables, les prérequis dont je viens de parler, après quoi un paragraphe sera consacré aux muscles et à son innervation. Et puis, la dernière partie sera la partie la plus physiologique, consacrée au contrôle d'une chose qui est très très importante, qui est l'unité motrice. 2 mots de définition pour commencer. La motricité somatique, c'est la fonction grâce à laquelle les différentes parties du corps se déplacent dans le milieu environnant. Ceci la distingue de l'autre forme de motricité, qui est la motricité viscérale, dont par exemple les battements du cœur ou le transit intestinal sont des exemples importants. Ces 2 formes de motricité somatique d'une part, viscérale d'autre part, suivent des principes et mettent en jeu des mécanismes très différents. Au contraire, l'organisation de la motricité somatique a beaucoup en commun avec celle de la ventilation, parce que les muscles respiratoires sont des muscles squelettiques comme ceux qui mobilisent l'appareil locomoteur. À partir de maintenant, le terme motricité, simplement, désignera la seule motricité somatique. Quelques considérations générales et importantes sur cette motricité. Si le but ultime de la motricité est bien la réalisation de mouvements corporels, une part importante des activités motrices n'en produit pas directement. Cette activité purement statique est dite tonique et se traduit par la réalisation de postures. Une posture est le maintien du corps ou d'une de ses parties dans une position fixe donnée. La position debout immobile en représente l'exemple typique dans notre espèce, mais il en existe une infinité d'autres, chacune de ces postures préparant ou participant à certains gestes. Le phénomène qui permet la réalisation de ces postures est le tonus musculaire, terme qui désigne justement un état de contraction des muscles sans modification de longueur de ceux-ci, état de contraction que l'on appellera donc tonique. Les mouvements surviennent sur ce fond d'activité tonique. Ils correspondent à une activité dite phasique de certains muscles, activité nécessairement très transitoire. En général, quelques centaines de millisecondes. Tout mouvement consiste en rotation articulaire. Au moins une, la flexion isolée du coude par exemple, mais plus souvent toute une série, comme lorsqu'on porte la main vers un objet. La série peut aussi se répéter comme dans la locomotion. Quelle que soit la forme d'activité motrice, l'agent qui la réalise, son effecteur, est d'un seul type. Il s'agit du muscle strié squelettique. Alors ça, c'est aussi une grande différence avec le système nerveux autonome, pour lequel il y a plusieurs effecteurs. Un trait important du contrôle nerveux de la motricité est sa hiérarchisation. En effet, les différentes parties du système nerveux central participent à ce contrôle, dans la réalisation duquel on peut discerner des étages supérieurs, intermédiaires et inférieurs. Donc 3 grandes catégories d'étages. On ne traitera ici que les phénomènes élémentaires qui relèvent des étages les plus bas situés dans le système nerveux central,
donc les étages inférieurs. De plus, ne sera concernée que la motricité des membres et du tronc, dont l'étage de commande est la moelle épinière. Toutefois, ce qui sera dit doit être considéré comme largement valide pour la motricité de la tête, les mouvements de la face par exemple, la principale différence n'étant pas physiologique, mais simplement anatomique. La commande des muscles de la tête est en effet réalisée par des centres du tronc cérébral et non de la moelle, mais l'organisation de ceux-ci, de ces centres du tronc cérébral, est réglée par les mêmes principes que celle des centres spinaux qui vont être envisagés maintenant. Ce cours porte donc sur un ensemble de mécanismes et structures nerveuses et musculaires élémentaires qui sont utilisés dans tous les actes moteurs, des plus machinaux aux plus conscients. Mais avant d'aborder ces mécanismes, je vais donner quelques précisions, quelques notions préalables indispensables à connaître. Il s'agira de notions d'anatomie extrêmement succinctes et ensuite de quelques notions de physiologie. Concernant l'anatomie, 2 mots sur les subdivisions du système nerveux et en fait 2 mots simplement pour rappeler la subdivision première qui est celle qui distingue système nerveux central et système nerveux périphérique. Une grande partie du système nerveux se trouve à l'intérieur de cavités osseuses qui sont le crâne et le canal rachidien. La distinction système nerveux central, système nerveux périphérique est fondée sur cette situation. Le système nerveux périphérique est l'ensemble des éléments nerveux dont une partie au moins est à l'extérieur de ces cavités. Il peut s'agir de neurones situés complètement à l'extérieur, comme les neurones contenus dans la paroi intestinale, qui forment le système nerveux entérique, ou encore comme les neurones des ganglions du système nerveux autonome. Le problème, c'est que les neurones dont le corps cellulaire est dans la boîte crânienne ou dans le rachis, et dont l'axone est en partie à l'extérieur, font aussi partie du système nerveux périphérique. Cette deuxième éventualité peut être une source de confusion. Par opposition, le système nerveux central est formé par les neurones entièrement contenus dans le crâne et le canal rachidien. 2 mots de terminologie ensuite, pour dire qu'à l'intérieur de ces grandes subdivisions, système nerveux central, système nerveux périphérique, les neurones se regroupent en un grand nombre de centres. Un centre est formé de corps cellulaires de neurones et des dendrites issus de ces corps cellulaires. Et je renvoie ici, bien sûr, au cours d'histologie du système nerveux. Les centres sont reliés entre eux par des neurones. Si on prend pour exemple 2 centres A et B, ceux qui sont présentés sur la figure, s'il existe un groupe de neurones dont les corps cellulaires sont en A et les axones se terminent dans B, cette voie forme ce qu'on appelle une projection de A sur B. On dit aussi que A projette sur B. Pour B, cette voie est une voie afférente. Pour A, c'est une voie efférente. Ces importantes notions de neuroanatomie permettent de classer de manière très simple et très utile les neurones en 2 groupes. Les groupes dont les neurones sortent du centre contenant les corps cellulaires. Ces neurones donc sont dits de projection, ceux dont l'axone sort du centre. Ceux dont l'axone reste au contraire confiné à l'intérieur du centre sont dits intrinsèques. Et par une extension utile bien que non rigoureuse, on les appelle souvent des interneurones, usage qu'on adoptera ici. C'est le cas du petit neurone cerclé en bleu foncé qui est représenté ici dans le centre B. Au contraire, le neurone qui est représenté dans le centre A est bien sûr un neurone de projection. La dernière précision anatomique concerne la moelle épinière et plus précisément l'organisation transversale de cette moelle épinière. Sur une courbe transversale, donc, cette moelle épinière se représente de la manière qui est indiquée sur cette figure. Les corps cellulaires des neurones spinaux sont regroupés dans la substance grise, qui est formée de 2 cornes dorsales et 2 cornes ventrales, qui sont reliées par une partie intermédiaire. Cette substance grise est entourée de cordons de substance blanche
contenant des fibres qui, d'une part, joignent la moelle à l'encéphale et d'autre part, joignent les segments spinaux entre eux. Les relations nerveuses avec les organes périphériques se font par des neurones dont les axones passent dans les racines rachidiennes, neurones faisant donc partie du système nerveux périphérique conformément à la définition donnée plus haut. Il s'agit des neurones moteurs dont le corps cellulaire, le soma, est dans la corne ventrale et dont l'axone quitte la moelle par la racine ventrale. À l'extérieur du canal rachidien, ces axones forment le contingent moteur des nerfs périphériques. L'autre catégorie, ce sont des neurones sensitifs dont le corps cellulaire est dans le ganglion rachidien et dont l'axone, provenant de la périphérie, emprunte la racine dorsale. Contrairement à une nomenclature malheureuse et qui est parfois encore utilisée, le prolongement distal de ces neurones est bien un axone et pas un dendrite. Ces cellules très particulières n'ayant pas de dendrite. Ces neurones, qui sont des cellules en T, sont appelés neurones afférents primaires, car ils constituent la première voie afférente au système nerveux central, celle qui véhicule les informations issues des différents récepteurs sensitifs. L'axone de ces neurones porte à sa partie distale des récepteurs sensitifs et transmet les informations issues de ces récepteurs au système nerveux central, la transmission se faisant au niveau de l'extrémité proximale de ces axones. À l'extérieur du canal rachidien, ces axones forment le contingent sensitif des nerfs périphériques. Ces axones sont très importants en neurophysiologie. On y fera très souvent référence dans ce cours et dans les cours suivants. Ces axones sont appelés fibres afférentes primaires. Donc les deux termes, fibres afférentes primaires et neurones afférents primaires, sont des termes extrêmement importants en neurophysiologie et extrêmement importants pour toute la suite. Deux mots de physiologie, pour terminer, concernant les potentiels d'action et les synapses. La fonction élémentaire d'un neurone, c'est de recueillir, traiter et transmettre l'information. Pour l'essentiel, l'information traitée et transmise par les neurones prend la forme du potentiel transmembranaire de ces cellules. Plus précisément, cette information est contenue dans les variations temporelles de la différence de potentiel entre milieux intra- et extracellulaires. Ceci confère au temps une place centrale dans la nature des messages nerveux et rend leur interprétation souvent difficile pour les expérimentateurs. Le recueil et le traitement sont réalisés au niveau du corps cellulaire et surtout des dendrites. Le soma émet un message résultant de ce traitement et la transmission de ce message se fait par l'axone. Dans le message qui est ainsi véhiculé par l'axone, l'information est contenue dans des potentiels d'action qui sont des variations amples et très brèves du potentiel transmembranaire. C'est ce qui est représenté sur cette figure où sont indiqués en haut un potentiel d'action typique et en bas l'enregistrement réel de plusieurs potentiels d'action. Comment exactement les potentiels d'action codent l'information transmise, ça reste une question non seulement extrêmement importante, mais en fait pas encore véritablement résolue en neurophysiologie. Ce qu'on doit retenir ici, c'est ça qui est vraiment très important pour la neurophysiologie qui vous sera faite, c'est la chose suivante. C'est le fait que l'activité d'un neurone est estimée par le nombre moyen de potentiels d'action que ce neurone émet par unité de temps. C'est donc sa fréquence moyenne qui est estimée en Hertz, donc en nombre de potentiels d'action par seconde. On dira donc que l'activité du neurone augmente si l'émission de potentiels d'action augmente, et que cette activité diminue, que ce soit une inhibition ou une mise au repos, si l'émission des potentiels d'action diminue. Je répète, c'est vraiment très important de réduire les notions de neurophysiologie du neurone et les phénomènes concernant les potentiels d'action à cette notion très simple concernant l'activité du neurone qui s'évalue par le nombre moyen de potentiels d'action. Cette estimation est simplificatrice, comme je l'ai dit plus haut, mais elle suffit à interpréter beaucoup de phénomènes et d'observations en physiologie des grandes fonctions.
L'information transmise par ces potentiels d'action, comme vous le savez, est communiquée à une autre cellule qui est, dans l'immense majorité des cas, encore un neurone, mais parfois c'est une cellule d'un type différent. Dans ce cours, on envisagera par exemple très souvent le cas où l'information est communiquée à une cellule musculaire. Dans ce cas-là, on parle plus de commande que de transfert d'information. Les communications entre neurones se font au niveau des synapses par l'intermédiaire de neurotransmetteurs. Ces notions préalables ayant été données, j'en reviens au sujet central du cours, la motricité, en commençant par une chose évidemment très très importante qui est le muscle squelettique. À partir de maintenant, c'est sous-entendu, il s'agit toujours du muscle squelettique et non pas du muscle lisse. Donc, je vais indiquer rapidement ses constituants, dire deux mots de ses propriétés mécaniques. Évidemment, ensuite, il faudra parler d'innervation motrice, puis un point sur lequel il faudra faire très attention, son innervation sensitive. Et enfin, je donnerai quelques précisions sur la motricité pour terminer ce paragraphe. Les constituants du muscle. Il y en a deux principaux qui sont les fibres musculaires, ça tout le monde en principe connaît, et un deuxième constituant qui est beaucoup plus complexe, qui est ce qu'on appelle les fuseaux neuromusculaires. Je vais bien sûr commencer par les fibres musculaires. Les fibres musculaires donc sont leurs principales propriétés que je vais détailler maintenant, sont indiquées sur ce tableau que je vais commenter au passage. Ce sont elles, ces fibres musculaires, qui développent la force mécanique par laquelle le muscle exerce ses fonctions. Elles sont en nombre variable selon les muscles et disposées parallèlement au grand axe du muscle. Elles se répartissent en trois groupes, et c'est ce qui est indiqué sur ce tableau, trois groupes qui sont formés à partir de trois propriétés qui sont la force maximale que peut produire la fibre, la vitesse de contraction de cette fibre et la résistance à la fatigue. Ce tableau qui est donc indiqué sur la figure donne pour chacun de ces trois groupes de fibres les trois principales caractéristiques, les trois caractéristiques essentielles. Les trois groupes sont donc un groupe de fibres qu'on va appeler lentes, qui produisent une force faible, dont le temps de contraction est long et dont les capacités oxydatives sont élevées. Une précision importante, le temps de contraction, c'est une grandeur qui désigne pour une force donnée le temps mis par la fibre pour atteindre la valeur de cette force. Donc c'est le temps qui sépare le début de la contraction de son maximum. Ça, c'est un premier groupe. Le deuxième groupe est formé de fibres qu'on a appelées rapides. Vous voyez que le temps de contraction va être court et qui sont peu fatigables. La force produite est d'importance moyenne. Les capacités oxydatives sont élevées. C'est pour ça que ces fibres sont peu fatigables. Le troisième groupe est formé de fibres qui, elles, vont être rapides et fatigables. Donc ces fibres-là produisent une force de contraction élevée, voire très élevée. Ce sont les muscles les plus puissants. Le temps de contraction est court. Les capacités oxydatives, donc c'est ça qui détermine la résistance à la fatigue, ces capacités sont faibles. À chaque muscle correspond une certaine répartition de ces fibres, enfin des fibres donc de ces trois groupes. Cette répartition est variable selon les individus et bien sûr selon les muscles. Cela se traduit par des différences dans l'aptitude à l'effort physique, par exemple. Ainsi, les fibres rapides et fatigables sont abondantes chez les sprinteurs, chez les haltérophiles. Au contraire, les muscles des marathoniens vont être riches en fibres lentes. De plus, la composition en fibres n'est pas fixée une fois pour toutes. En effet, il y a certaines conditions qui peuvent modifier cette composition. C'est le cas par exemple des entraînements aux efforts d'endurance qui induisent la conversion de fibres rapides en fibres lentes. Des séjours prolongés en apesanteur peuvent produire l'effet contraire. Le deuxième constituant maintenant, il s'agit des fuseaux neuromusculaires.
Ces fuseaux neuromusculaires sont des petites structures de forme allongée qui sont situées dans la masse musculaire où elles sont orientées parallèlement aux fibres musculaires. C'est ce qui est indiqué sur la figure suivante. La disposition des fuseaux neuromusculaires est indiquée sur la partie gauche où les fuseaux sont figurés en rouge à l'intérieur de la masse du muscle noir. On dit que ces fibres sont disposées en parallèle avec les fibres musculaires. Elles mesurent quelques millimètres de long, 10 mm au plus, pour un diamètre maximal. Le diamètre maximal s'observe à la partie centrale. Et ce diamètre maximal donc est d'environ 100 microns. On en trouve en nombre variable, approximativement de 40 à 400 fuseaux neuromusculaires donc par muscle. Et on les trouve dans tous les muscles squelettiques à de très rares exceptions près. Chaque fuseau est constitué à son tour de fibres, qui sont au nombre de 3 à 12 selon les fuseaux. C'est ce qu'on appelle les fibres intrafusales. Une de ces fibres intrafusales est représentée sur la partie droite. Ces fibres intrafusales ont une structure mixte, parce qu'elles sont composées de deux sortes de tissus. Un tissu purement élastique, qui est généralement situé à la partie médiane de la fibre, ce tissu formant ce qu'on appelle la zone équatoriale. Deuxième type de tissu, c'est du tissu contractile, qui est tout à fait analogue à celui des fibres musculaires. Ce tissu contractile est généralement distribué en deux parties, situées de part et d'autre de la zone équatoriale. Sa contraction cette partie contractile, donc sa contraction aura pour effet d'étirer la zone élastique. Et ça, c'est un point très important dont il sera souvent question. Les parties contractiles, quand elles se contractent, étirent la partie équatoriale non contractile. Ces fibres intrafusales se répartissent elles aussi en plusieurs catégories, mais la connaissance de ces catégories n'est pas du tout nécessaire pour cet exposé. Cet ensemble de fibres intrafusales est contenu dans une capsule de tissu conjonctif qui contribue à donner sa forme caractéristique au fuseau. Donc pour résumer, c'est un point qui est parfois difficile à saisir, il y a des fuseaux dans le muscle et chacun de ces fuseaux neuromusculaires est constitué d'un nombre variable de fibres qui sont les fibres intrafusales. Du point de vue physiologique, une propriété absolument essentielle du fuseau est qu'il se comporte mécaniquement comme le tissu musculaire dans lequel il est plongé. Par conséquent, un allongement du muscle provoque l'allongement du fuseau et inversement un raccourcissement de ce même muscle induit un rétrécissement du fuseau. Ceci est crucial pour les fonctions des fuseaux qui sont en fait, on va le voir très vite, des capteurs sensoriels très complexes et extrêmement sensibles. Deux mots sur les propriétés mécaniques des muscles maintenant. Les propriétés mécaniques des muscles découlent de celles de leurs constituants. Elles sont essentielles pour la réalisation de la fonction motrice, d'une part, et pour le contrôle nerveux de cette fonction motrice. On estime en fait que le système nerveux contient une représentation de ces propriétés, des propriétés mécaniques des muscles, de même d'ailleurs que des propriétés mécaniques de tout l'appareil locomoteur. Le système nerveux utilise cette représentation pour l'élaboration des commandes qu'il délivre à l'appareil moteur. Les propriétés mécaniques du muscle se résument principalement au fait qu'il peut être assimilé à un ressort. Il est donc pourvu d'une certaine élasticité ou inversement d'une rigidité. Cette élasticité fait que le muscle oppose une résistance aux étirements auxquels il lui arrive d'être soumis. Cette résistance est plus ou moins grande selon l'état du muscle. Donc l'élasticité, en fait, elle est variable selon l'état du muscle. Un très important facteur de modification de l'élasticité est le degré de contraction tonique du muscle, car cette contraction diminue l'élasticité et donc inversement, ça va ensemble, augmente la rigidité. Cette élasticité est maximale lorsque le muscle est privé de son innervation motrice,
Bien sûr, puisque à ce moment-là, comme il n'y a plus de contraction, l'élasticité est optimale. La privation d'innervation pouvant se voir soit artificiellement, soit physiologiquement, par exemple quand tous les neurones moteurs sont inactifs. Le comportement du muscle, notamment en réponse à des changements de position articulaire, est alors dit passif. Je répète, on parle de comportement passif quand l'innervation motrice a soit été éliminée, soit lorsqu'elle est silencieuse. Au contraire, les changements d'état du muscle, notamment ses allongements ou ses raccourcissements, qui surviennent alors que le muscle se contracte, sont dits actifs. Cette distinction entre phénomènes musculaires passifs et actifs est très importante physiologiquement. Donc, passif, c'est pas d'activité motrice, et actif, c'est changement avec activité motrice. L'innervation motrice, donc du muscle, où je parlerai d'abord des cellules qui assurent cette innervation, qui sont les motoneurones ou neurones moteurs. Ensuite, d'une entité d'une très très grande importance en physiologie motrice, qui est l'unité motrice. Et enfin, je dirai 2 mots d'ordre général sur les rapports entre le muscle et son innervation motrice. Les motoneurones, d'abord, ces motoneurones forment 2 groupes bien distincts, les motoneurones alpha et les motoneurones gamma. Ces dénominations proviennent de la classification des fibres nerveuses périphériques qui est fondée sur la mesure des vitesses de conduction de ces fibres. Mais les corps cellulaires de tous ces motoneurones sont situés, je vais le préciser rapidement dans la suite, les corps cellulaires de tous ces motoneurones sont situés dans la corne ventrale de la moelle et également dans les parties du tronc cérébral qui sont l'équivalent de cette corne ventrale. Les motoneurones alpha tout d'abord. Un motoneurone alpha est représenté sur cette figure, ou plutôt sont représentés de façon très réelle les dendrites en A d'un motoneurone alpha, avec la barre d'échelle au-dessous, 300 microns, qui vous donne une idée de la dimension. Ce sont de grandes cellules. En B est indiqué un détail de ces dendrites, un détail de dendrites qui correspond à l'astérisque qui est représenté en A. L'organisation anatomique des motoneurones alpha suit des règles remarquablement simples. Les motoneurones associés à un même muscle sont regroupés dans un même territoire de la corne ventrale. C'est ce qui est indiqué sur cette figure qui représente très schématiquement une coupe transversale de la moelle. Les motoneurones sont donc associés à un même muscle, sont regroupés dans un même territoire. Ce territoire en fait a une forme allongée selon le grand axe de la moelle et il s'étend sur plusieurs segments de moelle adjacents. Il constitue ce qu'on appelle le noyau moteur du muscle considéré. Parce que les motoneurones sont évidemment empilés, étagés les uns sur les autres sur plusieurs coupes successives de moelle. Les différents muscles ont ainsi des noyaux moteurs qui sont bien séparés. L'emplacement des noyaux moteurs est également ordonné. Les muscles axiaux, ceux du tronc et de la nuque, et ceux des muscles proximaux des membres, c'est-à-dire les muscles de l'épaule et de la hanche, sont situés dans la partie médiane de la corne ventrale, ce qui est représenté en rouge sur la figure. Les noyaux des muscles distaux sont au contraire placés dans la partie latérale de cette corne, ce qui est représenté ici par les dessins verts sur la figure. Quel que soit le noyau moteur, l'axone de tout motoneurone alpha sort de la moelle par une racine ventrale, puis quitte le canal rachidien pour rejoindre le contingent moteur d'un nerf périphérique, bien sûr, dans lequel il gagne le muscle qui l'innerve, le muscle innervé par ce motoneurone. Conformément à la définition des noyaux moteurs, il n'y a jamais de branche axonale destinée à un autre muscle. Les axones des motoneurones alpha sont myélinisés et ont un gros diamètre, ce qui signifie qu'ils ont une vitesse de conduction élevée. À l'intérieur du muscle innervé, l'axone du motoneurone alpha se ramifie en nombreuses branches. Chacune de ces branches se termine au contact d'une fibre musculaire en formant une jonction neuromusculaire
appelée, comme vous le savez sans doute, plaque motrice. Chez les mammifères, une fibre musculaire ne reçoit qu'une branche axonale. Elle est donc innervée par un seul motoneurone alpha. Les différentes fibres musculaires innervées par un même axone, par contre, sont largement dispersées à l'intérieur du muscle. Les neurotransmetteurs de ces motoneurones alpha, là encore, pour ces neurotransmetteurs, on a une règle simple et une règle universelle, ce qui est très rare en neurosciences. Tous les neurones dont l'axone sort du système nerveux central utilisent l'acétylcholine comme neurotransmetteur. C'est donc au moyen de l'acétylcholine que les motoneurones alpha exercent leur fonction. Quand le motoneurone est actif, il libère l'acétylcholine à ses extrémités axonales et c'est l'acétylcholine qui provoque la contraction des fibres musculaires innervées. Les motoneurones gamma maintenant. Les corps cellulaires de ces motoneurones sont situés aux mêmes endroits que ceux des motoneurones alpha. Leurs axones suivent aussi le même trajet que celui des motoneurones alpha. Ils sont également myélinisés, mais avec un diamètre plus petit, d'où une vitesse de conduction moins élevée. Mais la différence essentielle entre neurones alpha et neurones gamma tient en fait à la nature de la cible innervée par ces motoneurones. En effet, si les motoneurones gamma se ramifient bien eux aussi dans le muscle, leur branche terminale innerve la partie contractile des fibres intrafusales. Un motoneurone gamma donné assure donc l'innervation motrice d'un ensemble de fibres intrafusales appartenant à plusieurs fuseaux neuromusculaires différents, mais bien sûr dans le même muscle. En fait, la chose vraiment importante à avoir à l'esprit, c'est que le motoneurone gamma innerve les fibres intrafusales. C'est une innervation qui est restreinte, limitée aux fuseaux neuromusculaires, alors que le motoneurone alpha, lui, innerve uniquement les fibres extrafusales. Les unités motrices, maintenant. L'unité motrice, c'est l'entité formée par un motoneurone alpha et l'ensemble des fibres musculaires qui l'innervent. Cette unité motrice est représentée sur la diapositive suivante, où vous avez de manière extrêmement schématique un motoneurone alpha, son axone qui innerve un certain nombre de fibres musculaires. Donc l'unité motrice, je le répète parce que c'est extrêmement important, c'est l'ensemble, le motoneurone alpha plus l'ensemble des fibres musculaires qui innervent ce motoneurone. C'est le constituant le plus important de la motricité somatique. Cette définition justifie parfaitement le terme d'unité motrice, car cette unité est le plus petit élément moteur que l'organisme, par le biais du système nerveux central, puisse commander. Une résolution plus grande dans le contrôle moteur, et par conséquent des unités plus petites, aurait pu être atteinte si certains motoneurones pouvaient innerver une seule fibre musculaire. Mais ce n'est pas le cas. Et une fibre musculaire ne peut jamais être commandée isolément, elle fait toujours partie au moins un petit ensemble qui est celui de l'unité motrice. Et c'est le fait que l'unité motrice soit la seule structure dont dispose le système nerveux central pour agir directement sur la motricité qui confère à cette unité motrice une importance physiologique considérable. Classification de ces unités motrices. Elle repose sur le fait que toutes les fibres musculaires d'une unité motrice sont du même type. Par conséquent, la classification des fibres musculaires en 3 groupes qui a été donnée plus haut s'étend telle quelle aux unités motrices. La taille des unités motrices, on appelle taille d'une unité motrice le nombre de fibres musculaires qu'elle contient. Elle est en moyenne, cette taille, de quelques centaines de fibres, mais avec une grande variabilité. Les muscles, réalisant des mouvements très fins, ont des unités motrices très petites, donc beaucoup plus petites que de l'ordre de la centaine. Les plus fines, ce sont celles des muscles extrinsèques des yeux, qui comportent 5 à 6 fibres. Les muscles des doigts comprennent une dizaine de fibres musculaires, donc les doigts ont également de très petites unités motrices. À l'opposé
Des muscles devant développer de très grandes forces contiennent de très grosses unités motrices. 2000 fibres par exemple pour certaines unités motrices du quadriceps. Au sein de la plupart des muscles coexistent des unités motrices de taille variée. Et on reviendra un peu plus loin sur le fait que dans le même muscle, il y en a des unités motrices de taille variée. Les relations de l'activité des unités motrices à la force développée par le muscle maintenant. L'activité d'une unité motrice se traduit par la contraction des fibres musculaires qu'elle contient, contraction qui produit bien sûr une certaine tension mécanique. C'est comme ça que la force est produite. Cette contraction est elle-même induite par l'arrivée des potentiels d'action à l'extrémité des axones des motoneurones alpha. Plus la fréquence des potentiels d'action sur l'axone du motoneurone est grande, plus la tension mécanique délivrée par les fibres musculaires innervées sera importante. L'activité de l'unité motrice est donc à la fois l'activité électrique de son motoneurone et l'activité électrique et surtout mécanique des fibres musculaires qui constituent cette unité motrice. La force développée par le muscle dépend étroitement de cette activité. Une manière d'envisager cette question est de considérer un muscle devant produire des forces progressivement croissantes. C'est ce qui se produit avec le biceps si on effectue des flexions du coude en commençant d'abord par une flexion libre, puis en soulevant une charge qu'on va augmenter à chaque flexion. Le système nerveux central utilise alors simultanément deux stratégies différentes pour réaliser une telle tâche. La première est le recrutement de nouvelles unités motrices. En effet, pour de faibles résistances, par exemple s'il n'y a pas de charge au bout du coude, un nombre réduit d'unités motrices suffit pour produire le mouvement. Puis, avec l'augmentation progressive de la charge, de nouvelles unités motrices, jusqu'ici au repos, viennent s'ajouter à celles qui étaient déjà actives. L'ordre de ce recrutement suit un principe qui est une des rares règles simples observées en neurophysiologie. Cet ordre est tel que ce sont des unités motrices faibles qui sont recrutées en premier, puis l'effort allant croissant, les unités motrices sont recrutées dans l'ordre croissant des forces qu'elles produisent, les plus puissantes venant bien sûr en dernier. Comme les unités motrices sont d'autant plus fortes qu'elles sont plus grosses, le principe qui régit cet ordre est appelé principe de taille. Ce principe de taille contribue à la fluidité des mouvements en évitant les à-coups qui surviendraient si de fortes unités motrices étaient recrutées précocement. La précision et l'harmonie des gestes, ainsi que son contrôle, en sont grandement facilités. La seconde stratégie, qui se fait simultanément à celle dont je viens de parler, la seconde stratégie consiste à augmenter la fréquence des potentiels d'action des unités motrices déjà actives. Ainsi, une unité motrice mise en jeu pour des efforts faibles verra son émission de potentiel d'action croître avec le poids de la charge soulevée. Les relations du muscle à son innervation motrice maintenant. Physiologiquement, il y a une dépendance totale du muscle vis-à-vis de son innervation motrice. Et ça, c'est extrêmement important physiologiquement et également médicalement. Cela signifie qu'un muscle privé de son innervation perd toutes ses capacités fonctionnelles. Il est complètement paralysé, alors que, comme vous l'avez vu dans d'autres parties de cours, ce n'est pas le cas pour d'autres organes qui peuvent être privés de leur innervation. La privation peut être fonctionnelle. Dans ce cas, les motoneurones alpha sont toujours connectés au muscle, mais soit leur potentiel d'action ne parviennent plus à ce muscle. C'est ce qui se produit par exemple avec les curarisations, qui sont pratiquées lors de certaines interventions chirurgicales. Soit ces motoneurones alpha n'émettent plus de potentiel d'action. C'est ce qui se voit dans certaines maladies infectieuses. Dans ces deux cas, la paralysie est réversible. La voie des motoneurones peut au contraire être détruite. C'est ce qui se voit dans certains traumatismes ou dans de très graves atteintes neurologiques.
À ce moment-là, la paralysie est irréversible et le muscle devient inutilisable, et même il s'atrophie. Si les motoneurones alpha des muscles respiratoires sont concernés, la survie même du patient peut être compromise. Donc je reviens sur ce que j'ai dit au début, cette dépendance du muscle à son innervation motrice, cette dépendance totale, est un fait extrêmement important. Et comme je l'ai dit, c'est une grosse différence avec ce qu'on a pour le système nerveux autonome. L'innervation sensitive du muscle maintenant. Alors un point très très important sur le plan pratique ici. Ce paragraphe, innervation sensitive, doit être considéré comme faisant partie intégrante du cours suivant sur la somesthésie. Il apparaît, pour des raisons relativement logiques, je l'espère, dans le cours sur la motricité, mais je souligne que ce paragraphe fait complètement partie également du cours numéro 2 sur la somesthésie. Les muscles squelettiques donc, contiennent deux sortes de récepteurs sensoriels, des récepteurs portés par des terminaisons libres et des récepteurs spécialisés qui appartiennent à une catégorie de récepteurs appelés proprioceptifs. Tous ces récepteurs d'ailleurs sont indiqués sur cette figure, les plus importants des récepteurs proprioceptifs étant sur la partie centrale, c'est les récepteurs des fuseaux neuromusculaires et également au-dessous du muscle, les récepteurs des organes tendineux. Les récepteurs des terminaisons libres, ils sont situés sur les terminaisons de fibres afférentes primaires disséminées dans le tissu musculaire. Ce sont principalement des récepteurs thermiques et des récepteurs nociceptifs, qui sont tout à fait semblables aux récepteurs thermiques et nociceptifs des autres tissus, et tous ces récepteurs seront vus beaucoup plus en détail dans les cours consacrés à la somesthésie et à la douleur. Donc on ne les détaillera pas ici, parce que concernant la motricité, ça va être les autres récepteurs, les récepteurs spécialisés qui vont être très importants. On peut simplement signaler que certaines terminaisons libres semblent, au moins partiellement, à l'origine de la sensation de fatigue qu'on éprouve lors de l'effort prolongé. Ce qui va donc être détaillé un peu, ça va être les récepteurs proprioceptifs, qui sont de deux sortes, des récepteurs fusoriaux et d'autre part les récepteurs dits récepteurs tendineux de Golgi. Les récepteurs fusoriaux, tout d'abord, ils se répartissent en deux groupes, les récepteurs primaires et les récepteurs secondaires. En physiologie sensorielle, pour des raisons de commodité expérimentale, on identifie souvent les récepteurs aux fibres qui les portent. La conséquence, c'est que l'étude de ces récepteurs et de leurs fonctions se fait en référence aux classifications des fibres afférentes primaires. Les récepteurs primaires sont portés par des fibres dites grand 1 petit a, qui sont des fibres myélinisées de très gros diamètre. Ce sont les plus grosses fibres de tout le système nerveux. Ces fibres ont donc une vitesse de conduction très élevée. Très élevée, c'est plus de 100 mètres secondes. Dans sa partie distale, chaque fibre se divise en plusieurs rameaux. Chacun de ces rameaux prend naissance au contact d'une fibre intrafusale au niveau de la partie élastique de cette fibre. C'est ce qui est indiqué sur la figure, de manière très schématique, où la flèche vous montre des parties distales de fibres fusoriales primaires et secondaires qui se terminent donc sur les fibres intrafusales. Et je le répète, les terminaisons se font surtout sur la partie élastique de la fibre. C'est sur cette partie distale, tout à fait terminale de la fibre, que se trouvent les récepteurs proprement dits. Dans cette région de contact, le rameau de la fibre 1A présente souvent une disposition en spirale autour de la plaque équatoriale, c'est ce qui est d'ailleurs indiqué sur la figure. Donc elles sont souvent disposées en spirale sur la plaque équatoriale, dans la zone équatoriale. Chaque fibre intrafusale est connectée à un rameau de fibre 1A. Les récepteurs secondaires sont portés par des fibres afférentes primaires de type grand 2, qui sont elles aussi myélinisées de gros diamètre. Gros diamètre, mais quand même diamètre plus petit que celui des fibres de type grand 1.
Ces récepteurs secondaires, portés donc par des fibres de type grand 2, se trouvent également sur la partie distale de la fibre nerveuse, au contact de la portion élastique des fibres intrafusales. Là encore, plusieurs rameaux se réunissent pour former une même fibre grand 2, qu'on appellera fibre secondaire par extension, mais pour un fuseau donné, une fraction seulement des fibres intrafusales est innervée par des fibres de type grand 2. Conclusion de ça, c'est que l'innervation 1A est plus extensive que l'innervation de type grand 2 parce que pour les fibres 1A, chaque fibre intrafusale a une innervation de type justement grand 1 petit a. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est la chose suivante. Fonctionnellement, ces récepteurs primaires aussi bien que secondaires sont très bien situés pour détecter les variations de longueur de la partie élastique du fuseau. C'est ça le point important. Tous ces détails anatomiques, ils aboutissent à ce fait sur lequel va reposer toute la physiologie qui suit, que les récepteurs portés par ces fibres, primaires aussi bien que secondaires, sont très bien placés pour détecter les variations de longueur de la partie élastique du fuseau. Et c'est ça qui va rendre compte, pour l'essentiel, du rôle physiologique de ces récepteurs. L'autre point important, si on veut aller au-delà des détails, sur lequel je viens d'insister, c'est ce que j'ai dit plus tôt, qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est la très très grande vitesse de conduction des fibres qui portent ces récepteurs. Donc les signaux émis par ces récepteurs vont parvenir très vite au système nerveux central. Alors, les propriétés physiologiques de ces récepteurs, leurs propriétés élémentaires, en commençant par les propriétés des récepteurs secondaires, puis les propriétés des récepteurs primaires. Mais les deux types de propriétés sont indiqués sur cette figure. La partie inférieure de la figure, donc le tracé du bas, représente la longueur d'un muscle au cours du temps. Le muscle en question, c'est un point absolument capital ici, est privé de son innervation, soit par destruction du nerf, soit par des moyens artificiels plus subtils. Il faut bien comprendre que ces propriétés qui sont décrites ici sont des propriétés qu'on met en évidence quand l'innervation motrice a été exclue. L'expérience consiste à faire subir des étirements au muscle, qui est indiqué sur la partie basse. Donc, vous voyez que la longueur passe d'une certaine valeur à une valeur plus élevée, où elle se maintient en plateau. Cette phase pendant laquelle le muscle s'allonge, ça correspond à la flèche désignée par grand A. Et puis, au bout d'un petit moment de longueur stabilisée en plateau, le muscle est ramené à sa longueur initiale. Ça correspond à la phase de raccourcissement désignée par R à la partie droite. Les propriétés des récepteurs, conformément à ce que je dis juste avant, se mettent en évidence en enregistrant une fibre qui porte ces récepteurs, enfin la fibre qui porte ces récepteurs. Donc les petits traits que vous voyez sur le tracé du milieu et sur le tracé du haut correspondent à des potentiels d'action émis par ces récepteurs et enregistrés au niveau de cette fibre. On va commencer paradoxalement par les propriétés des récepteurs secondaires parce qu'elles sont plus simples que celles des récepteurs primaires. La figure vous montre que l'activité de ces récepteurs secondaires augmente quand le muscle s'allonge. Le nombre moyen de potentiel d'action dans la phase de référence, quand la longueur du muscle est la plus basse, tout à fait à gauche, tout à fait à droite sur la figure, la fréquence de ces potentiels d'action a une certaine valeur, et quand le muscle est allongé pour arriver au niveau du plateau, vous avez une fréquence plus élevée, et puis quand le muscle revient à sa longueur initiale, la fréquence redescend à sa longueur initiale. Par conséquent, et c'est le point important, l'activité des récepteurs secondaires varie comme l'amplitude de l'étirement et ça veut dire la chose suivante, c'est que les récepteurs secondaires donnent une mesure de la longueur du muscle. Les récepteurs primaires maintenant, donc les caractéristiques de leur réponse sont indiquées sur le tracé du haut. Une partie de cette
propriété, c'est la même chose que pour les récepteurs secondaires. Vous voyez que l'émission des potentiels d'action pendant la phase du plateau, elle est plus importante que pendant la période qui précède l'allongement. Donc à gauche de A est également plus importante que pendant la période qui suit l'allongement à droite de R. Mais ce qui est très important, c'est que ces récepteurs primaires ont en plus ce qu'on appelle une sensibilité dynamique. Ça veut dire qu'ils sont sensibles à la vitesse à laquelle la longueur change. Plus l'allongement est rapide, plus la réponse du récepteur est vive. Ça se traduit par le fait que pendant la phase d'allongement, vous avez une fréquence très élevée de potentiel d'action au niveau de ce récepteur primaire. En particulier, il faut bien remarquer que pendant cette phase d'allongement, l'activité est plus élevée que pendant la phase de plateau. Il y a plus de potentiel d'action par unité de temps, et même beaucoup plus, alors que la longueur du muscle, elle est même pas encore arrivée au niveau de celle du plateau. Ce qui veut dire que plus l'allongement sera rapide, plus l'activité du récepteur primaire et donc de la fibre 1A sera élevée. Par conséquent, et c'est vraiment la chose à retenir, les récepteurs primaires mesurent à la fois la longueur du muscle, et ça les récepteurs secondaires le faisaient aussi, à la fois la longueur du muscle et la vitesse avec laquelle cette longueur change. Donc ils ont une double sensibilité, longueur et vitesse. Je vous ferai remarquer que je fais référence ici à deux choses que j'ai déjà dites précédemment. L'activité, conformément à ce que j'ai dit dans le deuxième paragraphe, l'activité s'évalue par la fréquence moyenne des potentiels d'action. Ça, c'est une application particulièrement importante dans ce cours de ce que j'avais dit là. Et deuxièmement, il faut quand même avoir bien à l'esprit, je vais y revenir, que l'effet de l'allongement du muscle sur les récepteurs est dû au fait que les fuseaux neuromusculaires sont mécaniquement solidaires du muscle. Et ça va réapparaître, parce que c'est très important physiologiquement pour comprendre à quoi servent ces récepteurs, dans ce que je vais dire maintenant pour terminer sur ces récepteurs fusoriaux, et notamment dans leurs conditions de mise en jeu. Donc, les propriétés des récepteurs fusoriaux, je le répète à nouveau, parce que c'est un point délicat, et si on ne l'a pas à l'esprit, on ne comprend rien à ce qui se passe dans ce système. Les propriétés de ces récepteurs sont liées au fait que la longueur des fuseaux varie comme celle des muscles qui les renferment. Physiologiquement, ces récepteurs sont donc mis en jeu quand le muscle s'allonge, que ce soit un allongement passif ou un allongement actif, quand le muscle s'allonge donc du fait du changement de position de l'articulation ou des articulations sur laquelle ou sur lesquelles le muscle est inséré. C'est leur première condition de mise en jeu qui est précisée sur la diapositive suivante. Donc, cette diapositive représente de manière plutôt caricaturale une fibre intrafusale, donc une fibre qui se trouve dans un fuseau neuromusculaire. De plus, on représente simplement une connexion de cette fibre intrafusale au niveau de la plaque équatoriale, sa connexion avec une fibre inférente primaire de type 1A, donc une fibre qui porte des récepteurs de type primaire. Pour chaque partie de la figure, donc sur la figure vous avez en fait trois situations. Une situation de référence qui est représentée au centre, et puis deux situations qui correspondent, et c'est pour ça que la figure a été indiquée, deux situations qui vont correspondre à la mise en jeu des récepteurs fusoriaux, et ici, dans ce cas-là, des récepteurs primaires. Un point important, c'est qu'il faut considérer que cette partie centrale correspond à ce qu'on pourrait appeler une longueur de référence, qui est la longueur de référence du muscle. Elle indique la longueur de référence du muscle dans lequel se trouvent les fuseaux. Vous avez indiqué en rouge, à gauche de cette fibre intrafusale, vous avez indiqué un motoneurone gamma. Les activités des récepteurs primaires sont figurées par les petits traits verticaux qui sont à côté de la flèche qui désigne la fibre 1A. Donc les petites barres verticales, comme toujours, désignent les potentiels d'action, donc l'activité de la fibre. Et vous avez la même chose quand vous avez une activité pour les motoneurones gamma qui est indiquée entre les deux traits
en pointillé. La figure donc, est destinée à essayer de bien faire comprendre un point qui est souvent délicat sur la mise en jeu de ces récepteurs fusoriaux. Et ce qui est délicat, c'est qu'il y a deux situations, deux circonstances différentes de mise en jeu de ces récepteurs. La première circonstance, c'est celle qui a été longuement décrite sur les diapositives précédentes, la diapo qui donnait les propriétés de ces récepteurs. La première circonstance de mise en jeu, c'est l'allongement du muscle qui est indiqué à gauche. Alors, point important, ça devrait être clair sur la figure, mais je le reprécise, dans la position de référence, les motoneurones gamma sont silencieux. Et tout à l'heure, dans les conditions de mise en évidence, j'avais dit qu'il n'y avait carrément plus d'innervation motrice. Ici, ça revient à ça parce que vous avez des motoneurones gamma silencieux. Dans ces conditions, motoneurones gamma silencieux, quand il y a allongement du muscle, c'est exactement ce qui a été décrit précédemment en détail, il y a augmentation de l'activité des récepteurs fusoriaux, ici des récepteurs primaires, donc qui se mettent à avoir une activité importante. Et bien entendu, si l'allongement est rapide, on a une très grosse activité lors de l'allongement. C'était donc la première condition de mise en jeu. Mais il y a une deuxième condition qui est complètement différente, qui est indiquée, elle, à droite. Dans la condition de droite, le fuseau neuromusculaire, dans sa totalité, ne va pas changer de taille. Parce que dans la condition de droite, le muscle n'est pas allongé. Par contre, ce qu'on observe dans la situation de droite, ce qui la caractérise, c'est qu'on a maintenant une activité des motoneurones gamma. Et cette activité des motoneurones gamma entraîne un allongement de la plaque équatoriale, donc de la partie élastique du fuseau neuromusculaire. Cet allongement, à son tour, entraîne une activité plus importante sur les récepteurs fusoriaux. Par conséquent, le point commun entre la partie droite et la partie gauche, c'est que dans les deux cas, la zone équatoriale est allongée et donc les récepteurs sont activés. Mais il y a la grosse différence, je le répète très très lourdement, c'est que dans la partie gauche, le muscle a été allongé, et c'est pour ça que le fuseau mécaniquement solidaire a suivi et la plaque équatoriale s'est allongée, alors que dans la partie droite, le muscle n'a pas changé de longueur. L'augmentation d'activité est due uniquement à l'augmentation de la taille de la plaque équatoriale, et ça, c'est dû à l'activité des motoneurones gamma. Donc, ce système gamma permet de désolidariser les variations de longueur de la partie sensible du fuseau, la plaque équatoriale encore, de la désolidariser des variations de longueur du muscle. Je vais rajouter quelques précisions sur cette action des motoneurones gamma. La mise en jeu par l'allongement du muscle, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Le muscle s'allonge, les fuseaux s'allongent avec, les récepteurs sont sollicités. Les motoneurones gamma, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est indépendant de la longueur du muscle, c'est l'action gamma qui va régler l'activité des récepteurs fusoriaux en modifiant la longueur de la plaque par contraction des parties contractiles du fuseau. L'effet premier de ces motoneurones gamma, c'est donc pour une longueur donnée d'augmenter l'émission des potentiels d'action par les afférents fusoriaux. La manière dont le système nerveux utilise cette propriété dépend du mouvement auquel le muscle concerné participe. Un cas simple connu, c'est celui du raccourcissement actif du muscle. Alors dans ce cas-là, non seulement le muscle ne s'allonge pas, mais du fait qu'on a une activité sur le muscle, il va même se raccourcir. Dans cette situation, une activation des motoneurones gamma maintient la longueur de la partie élastique du fuseau. C'est ce qui se passe dans la situation que je suis en train de décrire maintenant. Le muscle se raccourcit parce qu'il se contracte, mais si les motoneurones gamma s'activent, ils vont maintenir la longueur de la plaque équatoriale, donc ils vont maintenir une activité sur la fibre fusoriale. Dans cette situation, comme la contraction du muscle est due à l'activité des motoneurones alpha, on dit qu'il y a coactivation alpha-gamma. C'est ce qui est indiqué sur cette figure, qui représente de façon un peu plus précise ce que j'étais en train d'essayer de raconter. Vous avez sur la figure, dans la partie basse, c'est toujours pareil, c'est la longueur d'un muscle qui est représentée au cours du temps. Mais cette fois-ci, c'est une situation différente de tout à l'heure, le muscle se raccourcit. Et il se raccourcit parce qu'il se contracte.
Et il se contracte parce qu'il y a une activation des motoneurones alpha, qui n'est pas représentée ici, mais il faut bien comprendre que dans la partie contraction, les motoneurones alpha sont actifs, qui font contracter les fibres, et donc que le muscle se raccourcit. Il y a deux situations qui sont illustrées ici. Si l'activation alpha se fait toute seule, il n'y a pas d'activité sur les fibres primaires de type 1A. Il n'y en aurait pas non plus sur les activités de type 2. C'est ce qui est représenté dans le tracé du haut. Alors le tracé du haut, c'est l'activité d'une fibre de type 1A qui provient du muscle considéré. À gauche de la contraction, donc quand le muscle est dans un état de repos relativement étendu, vous avez des potentiels d'action toujours figurés par des petites flèches qui sont représentées en haut. Quand le muscle se contracte, vous voyez que vous n'avez plus rien, tout simplement parce que le muscle se contracte, il se rétrécit, les fuseaux atteignent une longueur minimale et donc il n'y a plus de sollicitation des récepteurs fusoriaux. Le tracé qui est au-dessous, donc celui du milieu, en fait, représente ce qui s'appelle coactivation alpha-gamma, donc la situation dans laquelle il y a bien activation des motoneurones alpha parce que le muscle se contracte, mais dans ce cas-là, vous avez en même temps une activation des motoneurones gamma. Et vous pouvez voir qu'il y a des petits traits verticaux. À ce moment-là, pendant le temps de contraction, ça montre que les fibres fusoriales primaires, les fibres nerveuses issues des fuseaux, des fibres de type A, ont une activité qui a été restaurée. Donc cet effet des motoneurones gamma contrebalance l'effet de la contraction du muscle avec une conséquence physiologique importante qui est de maintenir la sensibilité à l'étirement des récepteurs secondaires, mais surtout des récepteurs primaires. De ce fait, les motoneurones gamma permettent aux récepteurs fusoriaux de détecter des variations de longueur du muscle, quelle que soit la position de l'articulation dans laquelle le muscle est inséré. C'est ça en fait le point important, que vous ayez un coude très fléchi ou au contraire le coude en extension, s'il y a une activité des motoneurones gamma, dans tous les cas, des variations de longueur, par exemple de petites variations de longueur du muscle, du biceps, pourront être détectées. Mais il faut bien avoir à l'esprit que le système nerveux central peut activer motoneurones alpha et motoneurones gamma indépendamment les uns des autres. La coactivation, elle ne se voit pas obligatoirement. Il y a des situations dans lesquelles il y a une activité alpha avec éventuellement raccourcissement, mais sans activation des motoneurones gamma. Donc les deux choses sont indépendantes et c'est le système nerveux central qui fait le lien. Bon, les motoneurones gamma, on commence à connaître leurs autres rôles, mais qui sont beaucoup trop complexes pour être évoqués dans le cadre de cet exposé. Alors, les rôles physiologiques de ces récepteurs primaires et secondaires, je viens juste avant de parler de la mise en jeu de ces récepteurs, donc soit par l'allongement, soit par les motoneurones gamma, soit par un mélange des deux, qui est déjà, comme vous le voyez, passablement compliqué. La manière dont ces signaux sont utilisés, c'est un autre aspect de cette physiologie. Alors, je l'ai déjà en fait un petit peu mentionné en disant que la coactivation alpha-gamma servait à maintenir la sensibilité du fuseau. Il faut savoir que ces signaux, donc les potentiels d'action émis par les récepteurs primaires et les récepteurs secondaires, vont être utilisés par le système nerveux pour contrôler l'ensemble de la motricité. Le seul exemple qu'on verra en détail, un petit peu en détail dans la suite, ça va être l'exemple de certains réflexes. On n'ira pas plus loin dans les détails de cette physiologie, mais il faut savoir que tous ces signaux sont utilisés par le système nerveux central. Un autre point, mais extrêmement important, et ça j'y reviendrai par la suite, qu'il faut bien avoir à l'esprit parce qu'on l'oublie généralement toujours, c'est que les signaux émis par les récepteurs primaires, donc ceux qui sont véhiculés par les fibres 1A, sont à l'origine de l'essentiel du sens de position et du sens de déplacement des différents segments corporels. Et ça, ce sera vu en détail dans le cours sur la somesthésie. Dernier type de récepteurs qui seront évoqués ici, donc encore des récepteurs spécialisés, des récepteurs proprioceptifs, cette fois-ci les récepteurs tendineux de Golgi. Ce sont des récepteurs encapsulés qui sont placés dans la zone des tendons proche de l'insertion
des faisceaux de fibres musculaires. Donc c'est la partie du tendon qui est vraiment proche du muscle où se trouvent ces récepteurs. Ils sont portés par des fibres de type grand A, petit b, qui sont des fibres afférentes primaires myélinisées de très gros diamètre, donc un peu plus petits que celles des AA, mais c'est quand même des très gros diamètres, c'est-à-dire que c'est des fibres qui conduisent des informations à très très grande vitesse. Contrairement à ce qui a été longtemps enseigné, ce sont des récepteurs très sensibles. En fait, ils mesurent la tension mécanique qui s'exerce sur le tendon, mais tout spécialement la part de cette tension qui est due à la contraction des fibres musculaires. Ils sont donc surtout mis en jeu lors de la mobilisation active des articulations. Et ça, même pour des très faibles contractions musculaires. C'est ce qui est représenté sur cette figure, où vous avez à nouveau, toujours pareil, dans la partie basse des schémas, la longueur d'un muscle au cours du temps. Alors cette fois-ci, il y a deux cas. À gauche, allongement passif du muscle, avec la longueur augmente. Et à droite, au contraire, raccourcissement actif du muscle, du fait que le muscle va se contracter et se raccourcir. Et dans la partie haute, à chaque fois, vous avez l'activité d'un récepteur, détecté, c'est toujours pareil, par l'activité de la fibre qu'il porte, et l'activité se mesure par le nombre de potentiels d'action émis. Vous pouvez voir, il faut savoir que dans les deux cas, les tractions mécaniques sont du même ordre de grandeur, que pour une traction du même ordre, une traction mécanique du même ordre, l'activité est beaucoup plus petite, beaucoup plus faible en étirement passif que ce qu'on observe quand le muscle se contracte. Dans la partie contraction active, l'activité du récepteur est beaucoup plus forte. Par conséquent, le rôle principal de ces récepteurs tendineux de Golgi, c'est de mesurer la force développée activement par le muscle. Donc, par la suite, on reviendra plus sur ces récepteurs, mais il faut savoir que les signaux qu'ils émettent sont utilisés par le système nerveux central pour ajuster rapidement la force délivrée par les muscles. Et ça au cours des différentes activités motrices. À ce sujet, je donne une précision rapidement, ça désigne des temps très brefs. Les vitesses de conduction des fibres, je l'ai déjà dit, c'est d'ordre de 100 mètres par seconde, parfois plus de 100 mètres par seconde. Pour traverser un membre comme le bras, vous voyez que ça prend un temps extrêmement bref, c'est quasiment instantané d'envoyer un signal, de faire traverser à un membre un signal avec de telles vitesses de conduction. Quelques précisions pour terminer sur le muscle. Une première précision concerne leur classification. Il existe une très grande diversité de muscles et par suite de très très nombreuses façons de les classer. La seule qui sera mentionnée ici, c'est un classement très très important en physiologie, c'est la séparation des muscles en deux grands groupes, des muscles dont l'activité s'oppose à l'action de la pesanteur, et ces muscles sont dits antigravitaires, et ceux qui, au contraire, agissent dans le même sens que la pesanteur. Physiologiquement, c'est une subdivision très importante. Alors, bien entendu, je ne vais pas me lancer dans les détails, il y a beaucoup de muscles qui ne rentrent pas dans ces cadres-là. Cette subdivision ne concerne qu'une partie des muscles, et notamment des muscles des membres, mais c'est très très important, cette différence entre muscles qui vont dans le sens de l'action de la pesanteur, ou au contraire les muscles qui s'y opposent, les muscles antigravitaires. Pour chaque articulation, les muscles se répartissent en couples dont les membres ont des actions opposées. Vis-à-vis d'un déplacement donné de l'articulation, une flexion par exemple, le muscle dont l'action va normalement dans le sens du déplacement est dit agoniste. Pour la flexion, le fléchisseur est un agoniste. L'autre muscle est l'antagoniste. Dans le cas toujours pris comme exemple, un extenseur du coude est un antagoniste. Des muscles dont l'action va dans le même sens sont dits des muscles synergistes. La plupart des muscles peuvent être utilisés de deux grandes manières différentes. D'une part, ils peuvent servir au mouvement de leur articulation. C'est le cas du biceps lorsque la contraction du biceps provoque une flexion du coude. Le muscle sert alors à mobiliser l'articulation. Au contraire, les mêmes muscles peuvent être employés pour stabiliser une articulation sans mouvement de celle-ci.
Ainsi, le biceps peut se contracter pour maintenir le coude dans une position favorable à l'exécution de mouvements du poignet et des doigts. Dans ce cas, il y a généralement contraction simultanée des deux antagonistes, de manière à immobiliser l'articulation. Une autre possibilité, toujours dans ce cas de contraction sans mouvement, c'est que l'action du muscle compense celle de la pesanteur. Ce deuxième cas se voit notamment, et c'est très important, dans les tâches posturales, ce qui permet de maintenir la rigidité des articulations et de maintenir la stabilité des articulations qui pourrait être compromise par l'action de la pesanteur. Le contrôle de l'unité motrice, donc, il y a deux formes de contrôle. De manière très générale, tous les effecteurs soumis à l'action du système nerveux sont l'objet de deux types de contrôle qui se déroulent simultanément et sont en interaction mutuelle. Un contrôle périphérique et un contrôle central. Le contrôle périphérique est réalisé directement par des informations issues des différents capteurs sensoriels. La part essentielle de ces contrôles périphériques est constituée par les réflexes. Le contrôle central a au contraire pour origine des centres appartenant bien sûr au système nerveux central. En ce qui concerne les motoneurones spinaux, les neurones centraux qui les contrôlent peuvent être situés eux-mêmes entièrement dans la moelle, et c'est le contrôle spinal. Ils peuvent au contraire avoir leur corps cellulaire dans l'encéphale, et le contrôle est dit alors supraspinal. Ces neurones centraux peuvent agir sur les unités motrices de manière plus ou moins directe, donc avec un nombre variable d'intermédiaires, nombre qui pourra être élevé pour des neurones situés très haut dans le cerveau. Ceux de ces neurones qui sont connectés directement au motoneurone alpha, c'est-à-dire avec des connexions monosynaptiques, ces neurones-là sont appelés neurones prémoteurs. Les contrôles réflexes, tout d'abord. Les réflexes ont une très grande importance pour plusieurs raisons. D'abord, ils sous-tendent toute la motricité somatique, de même d'ailleurs que le fonctionnement du système nerveux autonome. Ceci veut dire que l'immense majorité des mouvements ont une composante réflexe. Seuls quelques mouvements très rapides, comme le jet d'une pierre, font exception. Deuxième raison, leur dérèglement à ces réflexes donne des informations parfois très utiles pour le diagnostic et le suivi des maladies neurologiques. Enfin, ils fournissent un bon modèle de l'organisation des circuits nerveux en général. Les définitions plus précisément concernant ces réflexes, et les principales propriétés de ces réflexes d'abord. Une activité réflexe est une activité déclenchée par un stimulus sensitif précis. Ce critère est impératif. Malgré une confusion fréquente, on n'a pas le droit de parler de réflexe pour un phénomène survenant en l'absence d'un stimulus sensitif. De plus, même s'il y a stimulus sensitif, une activité ne peut être qualifiée de réflexe que si elle est étroitement liée à ce stimulus. En effet, pour tout réflexe, la disparition du stimulus interrompt le réflexe. L'intensité du réflexe est fonction de celle du stimulus. Dans des conditions identiques, une même intensité de stimulus induit des réponses réflexes de même amplitude. Dans des conditions identiques encore, les activités réflexes se déroulent toujours de la même manière. On dit qu'elles sont stéréotypées. Ces activités réflexes ont souvent une finalité simple, comme maintenir l'équilibre lorsque celui-ci est perturbé, ou soustraire une partie du corps à un stimulus douloureux. Un réflexe est une entité fonctionnelle et il lui est associé une structure anatomique qui va lui permettre de se réaliser. Cette structure, c'est l'arc réflexe qui est présenté sur la figure suivante. Cette figure montre qu'un arc réflexe est composé de 3 éléments, une voie sensitive, une voie motrice et un centre dans lequel versant sensitif et versant moteur s'articulent. Le stimulus sensitif est à l'origine d'une information qui chemine sur le premier élément de la périphérie vers le centre. Au départ, ce stimulus sensitif agit sur un récepteur sensoriel représenté par R sur la figure, récepteur sensoriel qui est porté par une fibre afférente primaire.
Par conséquent, le premier élément, l'élément sensitif, est un neurone afférent primaire dont le corps cellulaire est situé dans un ganglion rachidien. L'élément moteur est bien entendu un motoneurone alpha. C'est la voie efférente du réflexe par laquelle ce motoneurone alpha va agir sur le muscle qui est désigné par M sur la figure. L'élément sensitif, le neurone afférent primaire donc, s'articule au motoneurone alpha, à l'élément moteur, à l'intérieur d'un centre. La connexion pouvant être de nature très variable, ce qui est indiqué par le fait que la flèche reliant l'élément sensitif, l'afférence, à l'élément moteur, l'efférence, cette flèche est en pointillé sur la figure. En effet, les arcs réflexes présentent une grande diversité du fait que cette articulation entre fibre afférente et voie efférente peut revêtir des formes très variées. Dans le cas le plus simple, la fibre afférente primaire est connectée directement au motoneurone alpha. Le réflexe est dit monosynaptique. Cette forme est rare. Bien plus souvent, un ou plusieurs neurones sont intercalés en voie sensitive et voie motrice. Les réflexes sont alors dits polysynaptiques. Parmi ceux-ci, on rencontre dans un grand nombre de cas des arcs où un seul neurone est intercalé entre fibre afférente primaire et motoneurone alpha. Ces réflexes sont donc dénommés disynaptiques. Mais ils font partie, les réflexes synaptiques bien sûr font partie des réflexes polysynaptiques. Certains arcs pourront être très complexes avec tout un circuit interposé entre voie sensitive et voie motrice. Tous les individus d'une même espèce animale possèdent le même stock de réflexes. Les réflexes possèdent une très importante caractéristique fonctionnelle qui se retrouve d'ailleurs dans de nombreux autres processus biologiques et qui a ainsi un domaine d'application très étendu. Il s'agit de la notion de gain d'un système, en l'occurrence ici gain d'un réflexe. Cette notion est illustrée sur la figure suivante. Chaque réflexe associe à un stimulus S une réponse d'amplitude R, ce qui est donc indiqué ici sur la figure. Le gain du réflexe est le rapport R sur S, qui peut être mesuré de plusieurs manières différentes. On a vu précédemment que dans des conditions identiques, un stimulus donné déclenche toujours la même réponse. Condition identique est une expression qui se réfère à la fois au milieu environnant et à l'état de l'ensemble du corps et en particulier du système nerveux central. Certains changements de ces conditions vont s'accompagner justement d'un changement du gain. Alors, pour la même intensité S, la réponse R sera différente en amplitude. Dans certains cas extrêmes, le réflexe pourra même être aboli, ce qui correspondra bien sûr à un gain nul. On va envisager maintenant les principaux types de réflexes les plus importants à connaître. Les réflexes d'étirement d'abord. Ces réflexes prennent naissance au niveau des récepteurs fusoriaux et principalement, mais pas uniquement, des récepteurs primaires. Ils ont deux formes possibles qui sont représentées sur la figure suivante. Il va y avoir un réflexe d'étirement phasique et un réflexe d'étirement tonique, qui sont donc représentés sur cette figure. Le réflexe d'étirement phasique, d'abord, c'est un réflexe purement monosynaptique, encore appelé réflexe myotatique. C'est le plus simple et le mieux connu des réflexes. Il a beaucoup de valeur en clinique, où il est systématiquement recherché en percutant certains tendons avec un petit marteau qui est conçu à cet effet. Dans ce cadre, il fait partie des réflexes ostéotendineux ou simplement réflexes tendineux. L'arc du réflexe, qui est présenté sur la figure, le membre afférent est une fibre 1A, les récepteurs à l'origine du réflexe étant donc les récepteurs fusoriaux primaires. La voie sensitive s'articule directement à l'élément moteur, le motoneurone alpha, dans la corne ventrale de la moelle, qui est donc représenté sur la figure dans le cas du réflexe rotulien. Une caractéristique essentielle de cet arc est que le motoneurone concerné innerve le muscle contenant le fuseau neuromusculaire à l'origine de l'arc. L'arc forme donc une boucle fermée sur le muscle. Le fonctionnement de ce réflexe phasique, je le répète, qui correspond au petit 1 sur la figure. Le stimulus spécifique du réflexe est l'étirement rapide du muscle, étirement qui se répercute sur le fuseau.
Les récepteurs primaires sont donc fortement sollicités, puisqu'ils ont une grande sensibilité dynamique, comme il a été vu précédemment. On a vu, je le rappelle, que plus la vitesse d'allongement est grande, plus la réponse de ces récepteurs primaires est forte. Le cas de la percussion du tendon par le marteau représente donc le stimulus le plus efficace, car l'allongement est alors appliqué de manière quasi instantanée. Les récepteurs primaires stimulés de la sorte engendrent une bouffée de potentiel d'action qui parcourt très rapidement la fibre 1A. Comme les terminaisons de cette fibre sont excitatrices des motoneurones alpha, la bouffée de potentiel d'action produit une excitation des motoneurones connectés. Ceci innervant le muscle qui a été étiré, la réponse réflexe va consister en une contraction de ce même muscle. Lors de la recherche des réflexes ostéotendineux, cette contraction peut se manifester par une secousse vive du muscle. Le réflexe d'étirement tonique maintenant, qui est symbolisé par le petit 2 sur la figure. Le point de départ de ce réflexe tonique se situe toujours au niveau des récepteurs fusoriaux. Mais cette fois, les récepteurs secondaires sont impliqués en plus des récepteurs primaires. L'arc est plus complexe que celui du réflexe phasique, parce qu'à la voie monosynaptique s'ajoutent en parallèle plusieurs circuits polysynaptiques, qui sont bien sûr pas représentés eux sur la figure. Cependant, toutes ces voies aboutissent au motoneurone alpha innervant le muscle d'origine et toutes sont excitatrices. Donc l'arc sera à nouveau fermé. Le fonctionnement du réflexe tonique est par conséquent semblable à celui du réflexe phasique. La principale différence physiologique avec ce réflexe phasique, cette principale différence résulte de leurs circonstances de mise en jeu. En effet, le réflexe tonique est sollicité dans des conditions statiques correspondant à la phase de plateau de la réponse des récepteurs fusoriaux, à l'étirement. Là encore, il faut voir la partie du cours correspondante, la très importante partie sur les propriétés des récepteurs fusoriaux. Le rôle des réflexes d'étirement maintenant, il faut distinguer en fait les effets immédiats des réflexes d'étirement de leur utilisation physiologique au service de tâches particulières. Chaque réflexe d'étirement, qu'il soit phasique ou tonique, constitue une boucle de rétroaction négative par laquelle le muscle s'oppose activement aux allongements qui lui sont imposés. Cette action compensatrice des réflexes d'étirement se surajoute aux effets de l'élasticité naturelle passive du muscle qui a été évoqué précédemment lorsqu'on a parlé des propriétés mécaniques des muscles. Quand on étire un muscle, celui-ci résiste donc à la fois du fait de ses propriétés élastiques passives et du fait de la mise en jeu des réflexes d'étirement. L'effet premier des réflexes d'étirement, donc phasique comme tonique, est donc, dans une position donnée, de concourir à maintenir constante la longueur du muscle. Selon les conditions où sont placées les articulations concernées, c'est plutôt le réflexe phasique ou plutôt le réflexe tonique qui est sollicité. Ceci conduit à considérer l'utilisation physiologique de ces réflexes en indiquant leurs rôles fonctionnels les plus importants. Pour le réflexe phasique, la principale fonction est la correction rapide des perturbations de la position articulaire. Durant le maintien des postures, cela contribue à corriger la position du corps ou d'une partie du corps quand survient une impulsion déstabilisante. Lors du mouvement, le réflexe réalise aussi une assistance quand la trajectoire est déviée de manière indésirable par des agents extérieurs. Par exemple, lors de l'augmentation ou au contraire de la diminution imprévue de la résistance au déplacement d'un membre. Pour le réflexe tonique, il faut surtout retenir une très importante fonction de maintien du tonus musculaire postural. Les deux réflexes servent également à maintenir constante l'élasticité des muscles, quelles que soient les conditions dans lesquelles se trouvent ces muscles, conditions de repos ou de contraction plus ou moins fortes. Les réflexes de défense maintenant. Ce deuxième exemple de réflexe s'oppose sur de nombreux points au réflexe d'étirement. Les principales différences sont soulignées dans le tableau qui est présenté maintenant. Vous voyez là un tableau comparatif de ces deux grandes catégories de réflexes, étirement et défense. Pour les réflexes de défense, au départ, les stimuli sont principalement cutanés et non pas musculaires, comme pour les réflexes d'étirement. Ces réflexes
de défense font partie des réflexes extéroceptifs. Ensuite, ces stimuli sont douloureux, ou du moins de forte intensité. Par conséquent, l'élément sensitif de l'arc est formé par des fibres afférentes primaires de petit diamètre, ce qui sera vu dans le cours sur la somesthésie, car ce sont elles qui véhiculent les informations douloureuses. Là encore, l'opposition est complète avec les réflexes d'étirement déclenchés par des stimuli indolores et dont la voie afférente est constituée de fibres de très gros diamètre. Les réflexes de défense mettent en jeu de manière privilégiée des fléchisseurs. Ils appartiennent ainsi à la famille plus large des réflexes en flexion. Bien sûr, les réflexes d'étirement mettaient en jeu surtout les extenseurs. Mais dans leur forme les plus complexes, les réflexes de défense impliquent aussi des extenseurs dont l'action, par exemple, compense les perturbations d'équilibre que peuvent engendrer l'action des fléchisseurs. C'est d'ailleurs ce qui est représenté sur la diapositive suivante. Cette diapositive représente un cas extrême où le nombre de muscles impliqués est considérable et par conséquent l'arc du réflexe de défense est composé dans ce cas-là de beaucoup d'éléments. Il s'étend, comme vous pouvez le voir, sur de grandes portions de la substance grise spinale. Le rôle physiologique très important des réflexes de défense est parfaitement connu. Ces réflexes ont évidemment pour fonction de soustraire rapidement, et notamment sans attendre que le cerveau soit alerté, une partie du corps à un stimulus, comme piqûre, brûlure, coupure, qui pourrait endommager les tissus agressés. On peut ainsi les considérer comme étant au service de l'homéostasie. La mise en place de circuits aussi complexes nécessite des phénomènes d'apprentissage inconscient qui se déroulent lors des premières semaines de la vie extra-utérine, de la même manière pour tous les membres d'une même espèce. Après les contrôles périphériques qui étaient essentiellement les contrôles réflexes, le contrôle central maintenant. Les sites de contrôle, tout d'abord. Une grande partie des activités nerveuses aboutissant en fin de compte à la mise en jeu des unités motrices, de très nombreuses structures du système nerveux central participent au contrôle de ces unités motrices. Comme on traite ici uniquement des mécanismes élémentaires de la motricité, on ne considérera que les systèmes neuronaux qui agissent directement là où se trouvent les motoneurones, c'est-à-dire dans la moelle. Cet ensemble restreint de structures se divise à son tour en deux parties, une partie spinale et une partie supraspinale. On va surtout envisager le contrôle spinal, qui est souvent négligé, puis beaucoup plus brièvement la partie du contrôle supraspinal qui est réalisée par des voies descendant de l'encéphale dans la moelle, voie appelée système descendant. Le contrôle spinal, qui sera le plus détaillé comme je l'ai dit, contrairement à une conception encore très répandue, la moelle contient un grand nombre de circuits neuronaux hautement organisés qui réalisent une part importante du contrôle de la motricité somatique. Et je vais revenir à plusieurs reprises sur ce fait. En témoignent de cette importance, en physiologie animale, les capacités motrices remarquables conservées par les animaux dont la moelle est complètement isolée de l'encéphale, ce qu'on appelle des animaux spinaux. On ne donnera ici que quelques exemples de ces nombreux circuits, choisis parmi les plus importants physiologiquement et cliniquement. Selon la distance sur laquelle s'exercent ces contrôles à l'intérieur de la moelle, il est utile de distinguer deux groupes, des contrôles sur courte distance, souvent appelés contrôles segmentaires, et des contrôles longs associant des parties de moelle plus éloignées. Comme bien souvent en neurophysiologie, ces deux types de mécanismes ne sont pas séparés, mais au contraire, ils sont très imbriqués. Les contrôles segmentaires sont réalisés dans des circuits siégeant dans seulement quelques segments de moelle adjacents. Ces contrôles possèdent donc un caractère très local. Par suite, les muscles concernés appartiennent aux mêmes membres et sont souvent liés à une seule articulation. Ces circuits jouent un rôle très important dans le réglage fin et rapide des contractions musculaires. On peut les considérer comme à la disposition du système nerveux central pour effectuer très efficacement ces réglages. Leur efficacité tient en partie au fait qu'ils recueillent une grande partie d'informations sensitives acheminées par la voie réflexe. Une partie d'entre eux, de ces circuits, comprennent des neurones qui mettent en relation côté gauche et côté droit des mêmes segments de moelle. Ces neurones particuliers mettent
en relation côté gauche et côté droit, ces neurones-là s'appellent neurones commissuraux. Les contrôles plurisegmentaires, maintenant, ce sont des contrôles par lesquels certaines parties de la substance grise agissent sur des segments de moelle situés à distance, c'est-à-dire, à la différence des contrôles segmentaires, sur des segments non adjacents. Ces contrôles sont réalisés grâce à des neurones appelés propriospinaux, neurones qui sont schématisés dans la figure suivante. Un neurone propriospinal, conformément à ce qui vient d'être dit, est un neurone dont le corps cellulaire se trouve dans un segment de moelle et dont l'axone se termine dans des segments éloignés. Les axones des neurones propriospinaux, par conséquent, cheminent dans la substance blanche. Ceci est un caractère distinctif de ces cellules, caractère qui les distingue clairement des interneurones spinaux, dont l'axone est confiné dans la substance grise. Concernant la motricité, plusieurs groupes sont impliqués. Ils se distribuent en deux grands ensembles, qui sont représentés respectivement en vert et en rouge sur la figure. Les neurones du premier ensemble, ceux qui sont représentés en vert, mettent en relation des segments de moelle assurant l'innervation d'un même membre. Ils servent notamment à coordonner les mouvements de la partie distale du membre avec ceux de la racine de ce membre et avec les mouvements du tronc. Les neurones propriospinaux du second ensemble mettent en relation moelle cervicale et lombaire, c'est ceux qui sont représentés en rouge. Ils servent surtout à la commande des muscles de la racine des membres. Du fait de leur topographie, ces neurones longs jouent un rôle important dans la coordination des mouvements des membres supérieurs et inférieurs. De manière générale, le rôle physiologique des neurones propriospinaux est considérable. Ceci est corroboré par leur très grande abondance. En effet, la grande majorité des fibres présentes dans la substance blanche spinale appartient à ces neurones propriospinaux. Ces axones sont bien plus nombreux que ceux qui relient la moelle à l'encéphale. Les centres et circuits moteurs spinaux maintenant. Certains des éléments impliqués dans les contrôles segmentaires et plurisegmentaires s'associent à d'autres neurones spinaux pour former des circuits qui sont responsables d'aspects essentiels des gestes. On prendra un seul exemple, celui de la locomotion. Compte tenu de la place cruciale des mouvements locomoteurs dans l'adaptation au milieu environnant, le rôle des systèmes dont on va parler maintenant est d'une très grande importance. Les mouvements locomoteurs consistent en séquences stéréotypées, mais complexes et très précisément ordonnées de contractions musculaires intéressant les quatre membres, avec une participation des muscles du tronc pour assurer le maintien et l'équilibre. Ces séquences forment un cycle qui se répète lors du déplacement, c'est le cycle locomoteur. Il a été bien démontré que ces séquences sont engendrées par un réseau. Ce réseau est appelé générateur spinal de la locomotion et c'est lui qui est présenté sur la diapositive suivante. Ce générateur, qui est donc schématisé sur la figure, est un ensemble de neurones interconnectés dont la mise en jeu de cet ensemble bien sûr, stimule les motoneurones alpha dans l'ordre exact du cycle, avec notamment les phases de flexion-extension alternée pour un même membre et phases opposées quand on compare côté droit et côté gauche. Ces réseaux constituent un générateur de rythme moteur comparable au réseau responsable d'un rythme encore plus fondamental, le rythme respiratoire. Et à ce sujet, il faut se reporter au cours sur la physiologie respiratoire. Le générateur spinal adapte également le rythme locomoteur aux besoins. C'est par exemple transition, marche, course, vitesse plus ou moins élevée du déplacement, inversion pour marcher à reculons. Donc le générateur adapte le rythme aux besoins du déplacement à effectuer. Ce générateur est en fait composé d'au moins 4 parties interconnectées, une pour chaque membre, chaque partie étant elle-même un assemblage de réseaux plus petits. Ce sont les 4 parties cerclées, 2 au niveau cervical, 2 au niveau lombaire, qui sont présentées sur la figure. Anatomiquement, les corps cellulaires des neurones qui constituent le générateur sont situés dans la base de la corne ventrale des renflements cervicaux et lombaires. Ces neurones sont connectés entre eux selon des circuits qui sont préformés au cours du développement embryonnaire.
Le fonctionnement correct et optimal de ces circuits résulte ensuite d'ajustements qui se font lors de l'apprentissage de la marche. Pour ce fonctionnement correct, le générateur a besoin d'informations sensitives, cutanées, en particulier celles venant des supports plantaires, et d'informations venant de l'appareil locomoteur, d'informations qu'on appellera proprioceptives. Mais il est tout à fait capable, ce générateur, d'ordonner les contractions du cycle locomoteur en l'absence complète de ces informations. Lors de la locomotion normale, le détail précis des contractions de chaque muscle impliqué, moment du début, durée, force exercée par le muscle, moment du relâchement, ce détail est réglé par le générateur spinal. Toute cette organisation illustre un principe omniprésent en physiologie motrice qui est le principe d'économie. Dans le cas qui est présenté ici, ça veut dire que le cerveau n'a pas à prendre en compte le détail très compliqué des mouvements locomoteurs, mouvements sur lesquels il peut quand même intervenir directement si besoin est. Le rôle principal du cerveau est seulement d'initier la locomotion, qui est déclenchée à partir de centres moteurs spécialisés du tronc cérébral, centres qui sont également capables de spécifier la vitesse du déplacement. Ensuite, l'essentiel de la réalisation dépend du générateur spinal qui met en œuvre ce qu'on appelle un programme moteur, en l'occurrence le programme locomoteur. L'encéphale agit ainsi comme une simple source d'alimentation, analogue si on veut à une source de courant électrique faisant tourner un moteur. Son action à l'encéphale, donc, son action déclenche la mise en route du générateur et entretient son activité, mais l'encéphale n'a pas à spécifier l'ordre ni la durée de mise en jeu des noyaux moteurs. La figure résume brièvement ces différentes notions concernant le générateur spinal. Elle montre les 4 réseaux, un pour chaque membre, qui sont reliés entre eux par des neurones propriospinaux, qui sont les flèches doubles, soit verticales, soit obliques, soit horizontales. Les flèches horizontales correspondent d'ailleurs surtout à des neurones commissuraux, puisqu'elles relient côté droit et côté gauche. C'est les flèches horizontales et obliques qui correspondent essentiellement à des neurones propriospinaux. Les flèches unidirectionnelles horizontales sur les côtés représentent les motoneurones alpha qui sont impliqués. L'action déclenchante des centres supraspinaux est symbolisée par la flèche descendante centrale. Les flèches obliques du haut de la figure figurent le contrôle des centres locomoteurs par les structures hautes du système nerveux central, en particulier par les structures responsables des mises en jeu conscientes. En conclusion, un résumé sur les fonctions motrices de la moelle. Le point important, c'est que la moelle est un véritable centre moteur, ou plutôt un assemblage de nombreux centres moteurs. Chez les vertébrés primitifs, cela confère à la moelle une très grande autonomie. Ainsi, ces animaux sont capables de mouvements finalisés, c'est-à-dire orientés vers des buts à caractère très variable, mouvements très précis, et surtout effectués en l'absence de toute participation du cerveau. Au fur et à mesure de l'évolution, cette autonomie spinale a diminué, mais les circuits mis en place initialement et éventuellement modifiés sont pour une part restés présents, d'où 2 conséquences très importantes. La première conséquence est une conséquence physiologique. C'est le fait que dans les espèces apparues plus récemment, les voies cérébrales contrôlant la moelle ne supplantent pas les circuits intraspinaux, mais au contraire, elles les utilisent et elles tirent profit du haut degré d'organisation de ces circuits intraspinaux. La deuxième conséquence est d'ordre thérapeutique. Les lésions après lesquelles la moelle ou sa partie basse est séparée de l'encéphale. Quand c'est toute la moelle, dans le premier cas, ces lésions correspondent à ce qu'on appelle des tétraplégies. Quand c'est la partie basse, cela correspond à ce qu'on appelle des paraplégies. Ces lésions provoquent des déficits extrêmement graves, notamment sur le plan moteur, avec souvent des paralysies complètes. Or, la moelle, qui est donc déconnectée du cerveau dans ces conditions, contient toujours les centres et circuits qui viennent d'être décrits. Et ceci ouvre la voie à des stratégies thérapeutiques visant à activer ces circuits de manière contrôlée pour obtenir à volonté des mouvements bien adaptés physiologiquement. Ces activations artificielles remplaceraient donc l'action du cerveau rendue impossible par la lésion.
Actuellement, à un stade préliminaire, on explore les moyens d'utiliser de telles stimulations donc à visée thérapeutique. Et la conclusion de cette conclusion, si je puis dire, c'est que contrairement à ce qu'on imagine encore largement, la moelle a un rôle moteur considérable et elle a une organisation extrêmement complexe qui lui permet justement de remplir ce rôle beaucoup plus large que comme je l'ai dit, que ce qu'on imagine d'ordinaire. Cette action motrice de la moelle épinière ne se fait bien sûr pas indépendamment du cerveau, cela est évident, a déjà été mentionné. Pour que ce rôle moteur soit rempli, la moelle est contrôlée par les systèmes descendants. C'est ce dont je vais très brièvement parler maintenant. En fait, de nombreuses voies, il y en a au moins une dizaine, descendent des différentes parties de l'encéphale pour contrôler la motricité. Ici, on n'envisagera que la manière dont ces voies agissent sur les circuits nerveux spinaux, en laissant de côté l'anatomie et les fonctions respectives de ces systèmes. La diapositive qui est présentée maintenant indique la seule précision qu'on va donner qui concerne le mode d'action de ces systèmes descendants. Ces principaux modes d'action étant schématisés sur les différentes parties de la figure. La forme la plus simple, qui est représentée à gauche, est l'action directe, c'est-à-dire monosynaptique, sur le motoneurone alpha. Le neurone à l'origine de l'axone descendant est alors un neurone prémoteur conformément à la définition qui a été donnée précédemment. C'est de loin le mode le plus rare. Dans la plupart des cas, il y a en effet au moins un neurone intercalé entre la fibre descendante et le motoneurone alpha. C'est le cas qui est représenté en 2A sur la figure. SD voulant dire bien entendu système descendant et I désignant l'interneurone ou le neurone intercalé plus précisément entre le neurone encéphalique, entre la fibre descendante et le motoneurone alpha. M désigne bien sûr le muscle. Le neurone intercalé, justement, peut être un interneurone ou un neurone propriospinal. Comme beaucoup de voies descendantes sont excitatrices, c'est le seul moyen pour elles de produire un effet physiologique inhibiteur. Dans ce cas-là, pour avoir un effet inhibiteur, le neurone intercalé est bien sûr un neurone prémoteur inhibiteur. Le schéma le plus à droite, 2B, montre une variante très importante de cette situation où il y a un neurone intercalé. Cette organisation représentée en 2B correspond à la situation où le neurone intercalé appartient à un circuit réflexe. Cette organisation-là a plusieurs conséquences fonctionnelles très importantes. Elle permet notamment au système descendant de moduler le réflexe concerné, c'est-à-dire de régler son gain indépendamment d'une action directe sur les motoneurones alpha. Compte tenu de ce qui a été dit précisément, ceci est une très grande importance physiologique, compte tenu justement de l'importance du gain pour le fonctionnement d'un réflexe. De manière plus générale, cette situation représentée en 2B contribue fortement à la précision et à l'efficacité des gestes. Les circuits intercalés entre voies descendantes et motoneurones alpha peuvent être plus compliqués que ceux représentés en 2A et 2B. Ils peuvent comprendre plus d'un neurone intermédiaire, c'est-à-dire correspondent à des actions polysynaptiques, et ces interneurones peuvent être eux-mêmes en interaction complexe. C'est le cas très important qui a été envisagé précédemment du générateur spinal de la locomotion. D'autre part, les voies descendantes agissent aussi sur les motoneurones gamma pour assister le mouvement. Ces nombreuses possibilités présentes et relativement bien étudiées au niveau spinal conduisent pour terminer à dégager en guise de conclusion quelques principes importants qui régissent toute organisation nerveuse contrôlant la motricité et même plus largement qui régissent une grande partie de la neurophysiologie. Ces quelques grands principes sont indiqués sur la diapositive suivante. Un premier principe a déjà été mentionné plusieurs fois en raison de sa très grande importance, c'est le principe d'économie. On considère en effet que l'existence de réseaux de neurones interconnectés avec une grande précision, cette présence soulage les centres plus haut situés. Ainsi, des réseaux spinaux
facilitent la tâche des centres moteurs de l'encéphale. Ces centres sont déchargés du travail de spécifier le détail, souvent compliqué, des commandes nécessaires à tel ou tel mouvement. Par exemple, il serait éprouvant et en fait irréalisable d'avoir à commander séparément et consciemment, et à chaque pas, tous les muscles impliqués dans la marche. Plus généralement, le contrôle séparé, c'est-à-dire muscle par muscle, des différents muscles participant à un geste, réclamerait des quantités de calcul beaucoup trop élevées de la part du système nerveux. Cette opération est donc réalisée par des circuits nerveux qui coordonnent avec précision les actions de plusieurs muscles. Dans de nombreux cas, cette coordination consiste en la contraction simultanée ou très proche dans le temps de plusieurs muscles attachés à la même articulation ou à des articulations voisines. Ce phénomène très important est appelé synergie musculaire et les muscles impliqués sont dits synergiques. De tels circuits sont précablés lors du développement. C'est le cas du générateur spinal de la locomotion. Ils sont précablés dans le développement et ou éventuellement ensuite configurés par apprentissage. Le travail des centres supraspinaux en est considérablement allégé. Il est à noter que ce principe d'économie a un domaine d'application encore plus large. En effet, l'économie dont on vient de parler est relative au traitement d'informations. Or, les actes moteurs qui résultent de ces traitements obéissent eux-mêmes à des règles d'économie, mais concernant cette fois la dépense en énergie mécanique occasionnée par chaque mouvement. On s'est ainsi rendu compte que la plupart des gestes sont effectués de manière à minimiser le travail musculaire nécessaire à leur réalisation. Un second principe est lié au précédent, c'est le principe de modularité. Les connexions entre neurones dont il vient d'être question forment des circuits élémentaires. Par exemple des arcs réflexes ou même des portions d'arcs réflexes. Ces circuits élémentaires constituent ce qu'on appelle des modules. Le fait important ici est qu'un module donné peut être utilisé pour des tâches différentes et par des systèmes différents. Par exemple, une portion d'arc réflexe est activée par un stimulus spécifique du réflexe, mais peut être réutilisée dans des contextes différents, notamment par les systèmes descendants. C'était le cas sur la figure, le cas 2B de la figure d'une diapositive précédente, où le système descendant agissait sur un neurone appartenant à un circuit réflexe. C'est pourquoi la modularité est aussi au service de l'économie de traitement d'information. Mais elle y ajoute une économie de matière, cette fois-ci, c'est-à-dire une économie de tissu nerveux. Elle permet en effet une réduction importante du nombre de neurones nécessaires à la réalisation des fonctions du système nerveux. Ce nombre serait bien plus grand si chaque tâche motrice, par exemple, avait un groupe de neurones qui lui fût exclusivement réservé. Un troisième principe est le principe de parallélisme. Cela signifie que dans une opération, un geste, donc par exemple, plusieurs tâches différentes sont effectuées simultanément pour concourir au résultat final. Par exemple, les voies descendantes agissent souvent simultanément en plusieurs points des circuits moteurs spinaux. Ainsi, on peut avoir une action directe sur les motoneurones alpha, doublée d'un effet sur les motoneurones gamma et de l'activation des interneurones d'arc réflexe. Ces trois principes, je l'ai déjà dit, sont partout à l'œuvre en neurophysiologie. Pour ce qui concerne la motricité, c'est grâce à eux que les gestes, qui sont souvent mécaniquement très délicats à accomplir, sont à la fois si efficaces et si harmonieux. Quelques éléments de bibliographie pour terminer. Je sais que vous n'aurez pas le temps de les consulter cette année, mais pour ceux qui seront intéressés par le système nerveux, ça peut être intéressant à connaître. En particulier, probablement le meilleur manuel de neurosciences, notamment pour médecine, qui est le livre de Brodal sur le système nerveux central. Et puis, également très important quand on veut comprendre quelque chose en neuroanatomie, le livre de Calais qui est indiqué en troisième position sur la liste.